Conférence. Donc moi je vais vous parler un petit peu plutôt de l'engagement djihadiste en fait, des motivations, des déterminants de l'engagement, en partant d'un travail de thèse que j'ai effectué il y a quelques années à Sciences Po et qui était consacré à l'engagement militaire des jeunes issus de l'immigration en France. Je vois que le PowerPoint ne fonctionne pas. Donc à travers cette présentation, je voudrais un petit peu partir de mon travail de thèse pour analyser les déterminants de l'engagement, les motivations, explorer un petit peu les espaces de radicalisation en partant du postulat qu'il y a dans les sociétés occidentales une radicalité latente qui cherche un espace d'expression et le djihadisme peut être cet espace d'expression. Enfin, visiblement, il l'est pour beaucoup de jeunes. Concernant mon approche méthodologique, elle est essentiellement basée sur des entretiens approfondis, des observations, des entretiens approfondis, du visionnage de sites internet, notamment de ce que fait Daesh sur internet, et une veille sur la presse. Alors ce schéma, ce graphique que vous pouvez voir, c'est un petit peu une modélisation de ma typologie des formes d'engagement que j'ai identifiées au cours de ma thèse de doctorat. L'axe horizontal, enfin l'axe vertical désigne le niveau d'éducation des jeunes que j'ai interviewés. Donc il y a à la fois le niveau d'éducation et le niveau dans la hiérarchie militaire, officier, sous-officier, militaire du rang. Tandis que l'axe horizontal désigne les types d'immotivation. C'est-à-dire que plus vous êtes à droite et plus le jeune va s'engager pour ce qu'on appelle des motivations institutionnelles. C'est un vocabulaire de sociologue du militaire, de spécialiste de l'armée, c'est-à-dire des motivations qui ont trait au patriotisme, qui ont trait à des valeurs spécifiques du milieu militaire, le patriotisme, la solidarité, l'abnégation, etc., etc. Et plus vous êtes à gauche, plus vous êtes dans des motivations qu'on dit occupationnelles. C'est-à-dire des motivations comme le fait d'avoir un job, d'avoir un hébergement, d'avoir une stabilité professionnelle, tout simplement. Donc vous avez à l'intérieur des bulles les mots et les phénomènes qui sont les plus récurrents, que j'ai collectés au fil des interviews. Donc par exemple dans la catégorie de droite, les jeunes parlent beaucoup d'intérêt général, de patriotisme, de socialisation anticipée. Donc la bulle a une forme très haute, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des jeunes qui sont faiblement qualifiés du point de vue scolaire et en même temps des jeunes qui sont très qualifiés du point de vue scolaire, quoi. Et sans rentrer en détail, parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation, moi ce qui m'intéressait c'est cette troisième catégorie en noir que vous voyez en bas à gauche, et qui concentre principalement des jeunes à la fois faiblement qualifiés d'un point de vue scolaire, et qui rentrent finalement dans l'armée de manière assez matérialiste, de manière assez opportuniste. Et si vous regardez les mots à l'intérieur de cette bulle, vous voyez un certain nombre de phénomènes qu'on retrouve finalement dans l'engagement djihadiste. Que ce soit l'importance des jeux vidéo, l'échec scolaire, les origines religieuses mythifiées, etc. etc. Donc ça c'est vraiment le point de départ de ma recherche actuelle sur la radicalisation. Et d'une certaine manière, l'actualité est venue corroborer un petit peu ces constats, puisque si on analyse un petit peu les trajectoires sociales de nombreux djihadistes, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux soit sont passés par l'armée, soit ont tenté de rentrer dans l'armée. C'est le cas de Lionel Dumont, de Steven Vikachin, etc. etc. Donc il y a chez ces jeunes la quête d'un cadre structurant, il y a la quête d'une espèce de communauté un petit peu fraternelle qui me semble intéressant à développer dans le cadre d'un travail sur la radicalisation. Alors ce qu'on sait, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on sait sur le profil des jeunes qui s'intègrent dans les mouvances djihadistes, c'est que d'une part c'est beaucoup de jeunes Français de culture musulmane, donc principalement du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, de seconde génération. J'ai souligné le mot seconde parce que c'est pas la première génération et c'est pas la troisième génération. Et le fait que ce soit la seconde génération doit nous amener aussi à questionner justement ce passage de relais entre la première et la seconde génération,
au niveau intergénérationnel. À mon sens, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose d'important à creuser. Il y a une part conséquente de convertis. Certains spécialistes estiment le taux à 25%. D'autres disent même plus, certains disent 30%. Phénomène nouveau, il y a la présence de femmes, ce qui n'était pas le cas dans les premières générations de djihadistes qui partaient en Afghanistan, où là c'était que des hommes. Donc maintenant on a des femmes qui partent parfois en famille, avec leurs maris, avec leurs enfants. C'est lié aussi à la stratégie de Daesh qui est aussi une stratégie de territorialisation, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un État embryonnaire avec un système fiscal, économique, etc. etc. Donc ça aussi ça joue. Concernant le niveau de connaissances religieuses, il est extrêmement faible, comme l'a souligné Dounia Bouzar. Il s'articule autour d'un triptyque Hégire, Djihad, Califat. Donc pour faire rapide, l'Hégire, c'est-à-dire la migration du prophète vers une terre de protection, donc de la Mecque à Médine. Le djihad, la guerre sainte, de manière barbare, je le dis de manière un petit peu barbare parce que c'est un concept islamique qui est beaucoup plus riche, c'est l'effort sur soi, c'est plein d'autres choses. Et le califat qui désigne le pouvoir musulman traditionnel, le pouvoir impérial. Et bien sûr, le terme djihad est extrêmement central dans le registre discursif des jeunes djihadistes. J'ai lu il y a quelques jours dans un article un jeune qui disait à un policier qu'il avait interrogé, c'était un jeune qui revenait de Syrie et le policier l'avait interrogé, et il lui avait dit « Moi, le Coran, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est le djihad ». Donc je trouve que c'était une citation qui résume beaucoup de choses sur l'état d'esprit de certains jeunes djihadistes, enfin de beaucoup de jeunes djihadistes. Alors on voit aussi que Daesh mise beaucoup sur la communication, c'est-à-dire qu'ils ont compris le rôle stratégique de la communication. Et il me semblait intéressant de mettre en parallèle des images de propagande développées par Daesh sur Internet et celles de jeux vidéo qui sont des best-sellers aujourd'hui parmi la jeunesse. Call of Duty, c'est un des jeux qui se vend le mieux aujourd'hui chez les jeunes. Et on voit vraiment comment finalement la frontière entre le monde réel et le monde virtuel, elle est parfois très ténue, très, très mince. Et on voit aussi comment Daesh capitalise sur cet imaginaire des jeunes. Et cet imaginaire de violence, etc., etc. Il faut toujours garder en tête que c'est des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans souvent, et l'impact est extrêmement... Il faut bien imaginer que l'impact est extrêmement puissant chez ces jeunes. Et pour info aussi, il faut savoir que les armées occidentales aujourd'hui utilisent de plus en plus des jeux vidéo pour recruter. C'est-à-dire que les armées américaines, et même maintenant les armées françaises, utilisent le jeu vidéo comme outil de recrutement au sein des armées. Alors ce qu'on sait aussi concernant les trajectoires sociales, c'est très souvent des bifurcations biographiques chez les djihadistes, et je le voyais aussi dans l'armée, dans la catégorie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est très souvent une prise de décision très rapide. On sait qu'il y a des jeunes qui rejoignent la Syrie et l'Irak, parfois une semaine ou un mois après s'être convertis à l'islam. Donc c'est rarement le fruit d'une longue réflexion et d'une longue maturation, on va dire, psychologique, religieuse, etc. Même si ça peut exister. On dit aussi que c'est l'expression d'un nihilisme. Alors ça, là, on aurait dû mettre un point d'interrogation parce que je pense que ça demande à être questionné. C'est notamment la position d'Olivier Roy qui dit qu'il y a une forme de nihilisme derrière ce phénomène, c'est-à-dire l'idée qu'il y a finalement il n'y a plus de valeurs. On est dans un monde où tout se vaut et où les valeurs n'ont plus d'importance, où elles sont absentes. L'antagonisme parent-enfant, que Dounia Bouzar aussi a dû voir à travers ses travaux, puisque très souvent les parents sont stupéfaits de voir le départ de leurs enfants. Enfin, la très grande majorité est extrêmement étonnée et stupéfaite. Et il y a aussi cette notion de rupture intergénérationnelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Et il me semble intéressant de faire le parallèle avec d'autres mouvements, notamment les mouvances d'extrême gauche dans les années 70. Et je pense que si on veut vraiment analyser ce phénomène, il faut à la fois se focaliser beaucoup plus sur les reproches et les silences. C'est-à-dire que on sait par exemple que dans les mouvements d'extrême gauche, notamment allemands comme la bande Abadère, il y avait très souvent un espèce de silence entre les parents et les enfants. Les parents reprochant à leurs parents, les enfants reprochant à leurs parents ou leur collaboration avec le régime nazi, ou tout au moins leur silence face aux exactions du régime nazi.
Et d'une certaine manière, dans l'immigration postcoloniale, il y a aussi beaucoup de reproches et beaucoup de silences, beaucoup de non-dits, liés notamment, par exemple, à la critique des enfants vis-à-vis de leurs parents par rapport au fait qu'ils ne pratiqueraient pas le bon islam, un islam un peu imprégné de traditions comme ça, pré-islamiques, malékites, etc., etc. Et eux, d'une certaine manière, se positionnent comme les porteurs de valeurs islamiques beaucoup plus pures, beaucoup plus proches des racines de l'islam. Il y a d'autres silences aussi par rapport à la dimension postcoloniale, notamment chez les Algériens, je l'ai vu souvent, il y a ce reproche implicite, d'une certaine manière, d'avoir été humilié, exploité en Algérie par le colonisateur français, et d'une certaine manière de continuer finalement à subir l'humiliation et l'exploitation dans la société française actuelle. Donc il y a cette espèce de reproche qui est fait aussi de manière implicite, qui est extrêmement difficile à saisir pour les chercheurs, parce que par définition on est dans le non-dit, on est dans le silence, mais qui à mon sens doivent être analysés, doivent être catharsisés, je dirais, à partir de certaines techniques, notamment issues de l'anthropologie, etc., etc. Alors quand on regarde un petit peu les techniques de propagande vidéo mises en place par Daesh, on se rend compte qu'il y a très souvent un processus cognitif qui s'élabore en 3 étapes. Très souvent dans les vidéos, on voit d'une part des images assez choquantes de musulmans victimes par exemple de Bachar, des bombardements de Bachar, ou des Palestiniens humiliés par l'armée israélienne. Donc le message est simple, hein, vos frères et sœurs meurent en Syrie et en Palestine. Ensuite, on a une seconde étape qui consiste en une répétition en boucle de versets coraniques qui appellent à la solidarité entre croyants. Donc vous êtes des musulmans, donc vous devez être unis, vous devez être solidaires, fraternels, etc., etc. Et de ces 2 premières étapes découle naturellement un sentiment de culpabilité chez le jeune. Car le message finalement c'est quoi? C'est si tu ne viens pas faire le djihad, finalement tu es un mauvais musulman. Si tu ne viens pas défendre l'Oumma, tu es un mauvais musulman. Alors là, vous avez encore d'autres images, on voit bien toujours la recherche, la qualité esthétique et visuelle qui est extrêmement travaillée par Daesh. On pourrait aussi parler de leur magazine Dabiq, qui a rien à envier aux grands médias occidentaux, aux grands groupes de presse en termes de qualité, en termes de symbolique, etc., etc. Donc concernant les conclusions et les perspectives, je pense qu'on doit encore approfondir les récits biographiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interviews, mais je pense qu'on doit aller plus loin aujourd'hui, notamment, c'est presque un travail finalement de psychologue, voire de psychanalyste, voir ce qui se passe à l'intérieur des familles. Donc c'est extrêmement complexe, mais à mon avis, il y aurait des choses intéressantes à en tirer. Le second point, donc quelle dimension politique derrière le phénomène? Lourdes Vidal en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une question qui clive aussi les chercheurs. Est-ce que c'est uniquement un phénomène nihiliste de jeunes un petit peu paumés en recherche de sensations et d'une communauté imaginée, comme dirait Benedict Anderson? Ou est-ce qu'il y a aussi une dimension politique? Moi je pense que les djihadistes forment un groupe extrêmement divers et on sait qu'il y a aussi des jeunes qui sont extrêmement bien formés, très bien diplômés. Et à mon avis, il serait intéressant aussi de les questionner parce qu'ils ont certainement un discours qui est beaucoup plus construit, beaucoup plus critique, notamment quand il s'agit d'évaluer et de critiquer les politiques étrangères de nos pays, des pays occidentaux. Un autre aspect qui me semble intéressant à approfondir, c'est le degré d'influence des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de sociologues des médias aujourd'hui qui se posent la question de savoir si Internet est seulement un vecteur, c'est-à-dire un amplificateur d'un phénomène qui existe déjà, qui est latent mais qui existe, ou est-ce que c'est aussi un facteur de radicalisation? Est-ce qu'Internet ne produit pas de la radicalisation? Ça aussi c'est une question qui est clivante et qui mobilise de plus en plus de chercheurs, notamment du monde des médias, qui se positionnent sur des projets aujourd'hui qui vont voir le jour en France ou plus globalement en Europe. Et enfin, la nécessité d'avoir un regard comparatif international. On sait que le phénomène de djihadisme, c'est un phénomène à la fois global et un phénomène local.
Donc c'est un phénomène global qui obéit aussi à des singularités, à des logiques et des singularités nationales. On sait par exemple que la Belgique est un des premiers fournisseurs de djihadistes par habitant, aujourd'hui en Europe et dans le monde. On sait que des pays comme l'Algérie, qui ont une histoire récente de violence, fournissent très peu de djihadistes. Donc on sait aussi que la Belgique a une influence des Saoudiens depuis les années 70 dans l'islam belge. Est-ce que c'est un facteur explicatif? L'Algérie, il y a aussi une espèce de fatigue par rapport à la violence, une espèce de volonté de paix sociale, même sous une dictature. Donc c'est important à mon avis de dissocier toujours ces deux niveaux, le niveau global et le niveau local. Merci.